Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Marie-Lou. Allô. Bonjour Marie-Lou. Allô. Salut Marie-Lou, bienvenue avec nous. Donc, je te demanderais au tout début de te présenter un peu, grosso modo, tu as quel âge, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu fais en fait un peu dans la vie? OK, bien, j'ai 33 ans. Et dans le fond, présentement, je suis de retour sur les bancs d'école. Je fais mon bac en cinéma à l'UQAM. Mais je suis aussi éducatrice spécialisée de formation. J'avais fait ma technique en 2010 au Cégep de Sherbrooke. Fait que je travaille pour le CIUS de Sherbrooke comme intervenante sociale en déficience intellectuelle, en même temps de faire mon bac en cinéma, dans le fond, à l'UQAM. Cool, vraiment nice. Puis, dans le fond, parce que j'ai eu vent que tu étais cinéaste, as-tu fait des productions un peu? Bien, c'est surtout des courts-métrages que j'ai faits avant justement d'aller au bac parce que c'est quand même très contingenté comme bac. Ils choisissaient 30 personnes sur 400, je pense. Fait que il fallait quand même avoir une expérience solide parce que la plupart des gens, dans le fond, arrivaient d'un cégep en cinéma. Sauf que moi, j'ai fait mon cégep en éducation spécialisée. Là, ça n'avait pas rapport. Puis aussi, j'ai appris par moi-même de façon autodidacte. J'ai fait mes propres projets puis tout. Fait que oui, j'ai des petites productions. J'en ai une couple qui ont fait des festivals un peu partout là, sur les 5 continents. Puis il y en a un qui a gagné un prix au Festival du monde du cinéma de Sherbrooke. Je pense que tu fais aussi des projets vidéo qui sont aussi à caractère social, si je ne me trompe pas, certains en tout cas, peut-être pas tous, mais... Ben, la plupart, je pourrais dire pas mal tous, là, ouais. Il y a tout le temps un petit background social sans trop tomber dans le quétaine non plus, là, ou dans le cliché. Justement, c'est ce que je veux défaire. Fait que je fais comme des scénarios, que ce soit fiction ou documentaire, sur des enjeux sociaux souvent, là. Comme mon dernier court-métrage que j'ai tourné cet automne, c'était sur les violences sexuelles faites aux femmes. Il n'est pas sorti encore, mais j'imagine le sortir bientôt, là. Je pense que si tu me permets, tu as fait un vidéoclip aussi de quelqu'un d'assez connu. Je ne sais pas Oui. si tu veux en parler, mais Ben, je pense que c'est une belle réussite aussi. dans le fond, mon ami David Goudreau, qui est aussi de Sherbrooke, puis travailleur social, fait que c'est pour ça qu'on se connaît, dans le fond. Euh, il me- on a fait des petits projets ensemble. En fait, ça a commencé parce que j'ai lu un de ses projets qui s'appelle La grosse classe, puis je me suis dit, je vais faire un court-métrage inspiré de ça. Puis en 2007, en tout cas, je ne me rappelle plus la date, mais depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis octobre passé, pas celui qui vient de passer, l'autre, il m'a approché pour faire un de ses vidéoclips. Dans le fond, une chanson qu'il avait écrite avec Luce Dufault. Puis il y avait Francine Ruel qui jouait dedans. J'étais vraiment contente qu'il me confie ce projet-là. Fait que ouais, c'était un gros projet quand même. Puis ça a bien sorti, je pense. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, moi, je l'ai vu, puis c'est pour ça que je t'en parle, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. C'était quelque chose de très beau, puis de touchant aussi, là. Ben, le sujet m'interpellait beaucoup, mais dans le sens que justement, je suis passée en centre jeunesse, mais je ne traite pas juste de sujets, mettons, qui traitent de l'itinérance ou de la consommation ou des enfants négligés, whatever. Mais ce qui vient me toucher, dans le fond, j'essaye de le mettre en image. Puis je pense que ça, tu sais, mémoire, c'était sur une personne qui perd la mémoire, justement. Puis c'était vraiment un sujet touchant, là. Super intéressant. Moi, David Goudreau, je l'ai connu un peu, je ne sais pas si tu connais ça à Sherbrooke, le tremplin 16-30. Ouais. Il y avait des soirées de slam, puis justement, David Goudreau, souvent, il était là. Fait que j'ai habité là pendant un petit bout. Fait que ouais, je connais bien la personne. Puis dans le Est-ce que tu fond, viens de Sherbrooke? Ça n'a pas rapport, hein? j'ai resté là pendant à peu près 5 ans. De OK. 20, de, ouais, à peu près 20 à 25, 24, 25, ouais. Ben, David, il a commencé là, au tremplin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a commencé au tremplin, puis je pense qu'il a étudié au cégep aussi. Il a été travailleur social. Ouais. Je ne sais pas si c'était pour le tremplin qu'il a été travailleur social, mais ouais, je savais qu'il y avait un petit background là-dedans. Ouais. Ah, cool.
Fait que dans le fond, je commencerais ça aussi en te demandant un peu pour ton placement, la dynamique familiale avant que tu sois placé, ça ressemblait à quoi? Et boy! Et dans le fond, j'ai quand même un parcours atypique, là. Ben, en fait, je pense que tout le monde qui sont passés au centre jeunesse a un parcours atypique, là. Mais moi, dans le fond, ma mère, elle a quitté, elle m'a comme abandonnée quand j'avais 3 ans. Elle m'a laissée avec mon père, qui était un homme pas très apte à être papa, mettons. Il était alcoolique, puis négligent, puis tout ça. Fait que c'est ça, j'ai grandi avec lui jusqu'à l'âge de 11 ans environ, mais j'étais vraiment, ça a été parsemé de, tu sais, des fois, il allait me porter chez ma grand-mère ou d'autres fois chez ma marraine, comme ça, avec mon sac de poubelle devant chez eux, genre, puis moi, je les attendais, je suis genre, allô? Fait que c'était pas très stable, mettons, comme milieu familial, puis on a fait beaucoup de déménagements aussi. Tu sais, je suis passée, mettons, de la Mauricie au centre du Québec, Shawinigan, grand-mère. Après, je déménageais à Drummondville. Fait que ça, c'était plus difficile quand j'étais rendue à Drummondville parce que j'avais plus ma grand-mère, ma marraine, puis tout le réseau qui était un peu inadéquat, mais quand même, c'était comme un petit filet de sécurité quand même, mettons. Fait que c'est ça qui s'est passé. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi vous avez déménagé aussi souvent? Est-ce que ça avait un lien avec la protection de la jeunesse? Parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires que certains parents quittaient les régions pour se sauver de la DPJ aussi. Est-ce que ça a un lien avec ça ou pas du tout? Ben, je sais pas vraiment, sauf que c'est sûr que, mettons, je sais qu'il y a eu un signalement quand j'étais en 2e année, puis que, tu sais, pas de temps après, on a déménagé. Fait que, puis tu sais, je sais aussi que ma grand-mère, elle appelait, mettons, tu sais, elle couvrait beaucoup mon père. Fait que, mais je sais pas, je pense que c'était aussi parce qu'il payait pas les logements tant que ça. Fait qu'il fallait déménager. Je pense que c'est ça. Tu sais, j'ai fait 11 écoles primaires, secondaires, là. Fait que j'ai vraiment bougé. Mais le côté positif, c'est que j'ai une bonne capacité d'adaptation. Fait que Ça a c'était été un un peu peu ça. forcé par les choses. Ouais, c'est ça. La dynamique familiale, c'était un peu ça. Dans le sens que je l'aimais quand même beaucoup, là, mon père, mais c'était vraiment inadéquat. Puis des fois, tu sais, je savais pas. Tu sais, il y avait de la bière, mettons, dans le frigo, mais il n'y avait pas de bouffe. Puis il y avait des choses comme ça. Fait que quand j'ai vieilli un peu, mettons, vers 12 ans, je me rendais de plus en plus compte que ça avait. Tu sais, c'était pas normal comme milieu, mettons. Je pouvais me comparer, même si avant, je pense que je le savais, mais c'était moins pire, mettons. Ouais. Mais de toute façon, même si je m'en rendais de plus en plus compte, c'est pas pour ça, là. J'ai été placée parce que l'école, dans le fond, avait remarqué mes troubles de comportement. C'était même pas pour la négligence. Il y avait eu plusieurs signalements avant. Mettons, j'avais des bleus où j'arrivais, j'avais pas de lunch, puis tout, puis ça n'avait jamais été retenu. Mais les troubles de comportement, par exemple, ça l'a été retenu. Fait que c'est ça. C'était quoi tes troubles de comportement? Si tu es capable de donner un exemple? Ben, mettons, je manquais beaucoup d'école. C'était Okay. pas mal ça. J'allais pas à mes cours, puis mettons, je consommais, mais je fumais du pot dans ce temps-là. C'était pas la grosse affaire, là, puis c'était plus que je manquais de l'école, là. C'était pas des gros troubles de comportement. Ouais. Tu l'as fait, Fait- c'est ça. À cause Ouais. tu avais besoin, j'imagine, aussi de t'évader ou de passer du temps, j'imagine, avec des amis. J'imagine que tu faisais pas ça nécessairement tout seul aussi. Non, c'est ça, on était une petite gang, puis de toute façon, c'est ça, j'avais comme de la misère à me concentrer vraiment sur l'école quand que je mangeais pas, puis mon milieu était vraiment le bordel, là. Fait que, je sais pas, je faisais mes trucs. C'est ça. Je me sentais plus libre comme ça, mais finalement, je pense que c'était aussi de l'anxiété d'aller à l'école. Puis j'étais un peu aussi toujours nouvelle partout, là. Fait que, c'est ça. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont passé par ça. Je me souviens de ce que moi et Jessica on a dit au début, au premier, l'épisode 0. Moi aussi, j'ai eu cette passe-là, elle aussi, elle a eu cette passe-là. J'ai l'impression que quand on vit c'est parce que c'est quand même des drames, là, des situations super intenses à la maison, ben, c'est quasiment impossible de se concentrer à l'école, là.
Moi, Non, je me c'est ça. souviens, dans le temps où je m'étais fait dire que j'avais une maladie super grave, c'est comme, oublie ça, là. À quoi ça me sert d'aller étudier si, dans le fond, moi, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais mourir avant mes 30 ans. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui partagent ce sentiment-là d'inutilité d'aller à l'école à cause que notre futur est comme trop incertain. Ah oui, tellement, là. Je pense que c'est pour ça. Puis tu te dis, ah, ben, je vais vivre maintenant, justement. Tu sais, je me rappelle, à cette époque-là, je me disais qu'à 20 ans, j'allais sûrement être morte de toute façon. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, nos modèles un peu familiaux, tout croche, ça donnait pas le goût de devenir adulte non plus, là. Fait que, ouais. Je voyais pas Fait que dans le fond, l'intérêt. c'est l'école qui a fait le signalement? Comment ça s'est passé pour ton signalement? Oui, ben je suis pas mal sûre que c'est l'école qui a fait le signalement. Là, il y a une TS qui est rentrée, mais là, on était plus stable parce que mon père, il avait un travail. Avant ça, il n'y avait pas tant de travail, fait qu'il pouvait comme déménager. Mais là, on était quand même plus stable à Drummondville, puis, tu sais, il ne voulait pas déménager. Donc, fait que là, la TS, elle nous a retracés, mettons. Fait que là, il est rentré dans le dossier. Puis moi, j'étais un peu révoltée. Ben, je voulais pas faire confiance aux adultes, point. Là. Je me disais, pourquoi que je ferais confiance à cette madame-là qui est du bord à mon... Elle avait l'air vraiment, dans ma tête, du bord à mon père. Puis, tu sais, j'étais comme... Je sais pas. Puis j'étais aussi dans l'idée, tu sais, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, il faut que tu protèges ton père parce que sinon, il va se suicider ou des affaires de même. Fait que j'étais aussi dans la protection que je ne vais pas non plus snitcher mon père, mais je ne vais pas non plus parler à cette madame-là. Fait que moi, je continuais quand même de ne pas aller à l'école et tout ça. Fait que finalement, ils m'ont rentré en famille d'accueil, un 0,30 jours qui s'est éternisé jusqu'à un placement en majorité. Ouais. Ben, en Un fait, zéro jour, qu'est-ce que tu veux dire ben, au par début, ils m'ont zéro? rentré dans un centre jeunesse qui est à Trois-Rivières, que je ne me rappelle plus le nom. C'était une unité ouverte. En tout cas, le centre jeunesse à Trois-Rivières. 0,30 jours d'arrêt d'agir pour mes troubles de comportement, dans le fond. Après, ben là, finalement, là-bas, je fonctionnais super bien. J'avais pas de tant que ça de troubles de comportement. Fait qu'après, ils m'ont mis en famille d'accueil, mais une famille d'accueil de réadaptation, c'est comme une coche au-dessus d'une famille d'accueil. Puis après, quand j'ai fait un autre 0,30 jours là-bas, puis tout allait bien, justement. J'allais à l'école, tu sais, tout allait bien, là. Fait que après, ils m'ont renvoyé chez mon père, je crois. Là, ça a recommencé les super troubles de comportement. Puis après, ils m'ont replacé en famille d'accueil. En tout cas, j'ai fait des in and out, mais après, c'est ça, dans la vraie famille d'accueil où j'ai été, ça l'avait bien été. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ils m'ont transféré de famille d'accueil parce que ça ne peut pas être simple. Là. On ne peut pas avoir une famille d'accueil puis s'attacher à elle puis bien aller. Là. Fait que je me rappelle juste que j'en ai fait une couple avant de tomber sur une famille d'accueil que là, j'avais vraiment que je pouvais faire confiance dans ma tête. Au début, quand je suis arrivée là, j'étais dans ma chambre puis je leur ai pas parlé pendant 1 mois, je pense. Mais ils ont réussi à m'apprivoiser puis tout ça. Fait que là, quand j'ai vu, OK, bon, eux, je peux leur faire confiance, j'ai demandé moi-même un placement à majorité parce que je voyais que c'était beaucoup mieux. Là. Quand j'ai eu 13 ans, c'est ça, j'ai demandé un placement à majorité. Fait que ton premier placement, tu avais environ 11 ans, si j'ai bien compris tantôt. 12 ans. 12 ans, oui. 12. Fait que de Ouais. 12 à 13, tu as été barouettée dans plein de familles d'accueil. Ah, c'était les 30 jours. Comme centre d'accueil, famille d'accueil. Là, après, mettons, chez mon père, mais ça ne durait jamais longtemps. Là. Parce que je fuguais à répétition aussi. Ah ah! Ouais, c'est ça. l'affaire. C'est ça l'affaire. Parce que je voulais pas m'attacher à personne. Fait que moi, j'étais comme, non, moi, je m'en vais, là. Fait que, ouais. C'était aussi ça, mon gros trouble de comportement. Mais pas chez mon père, plus chez les familles d'accueil. Il y a quelque chose qui est lié, probablement, c'est ça, à des troubles d'attachement aussi, tu sais, que tu en parlais aussi sûr, tantôt, là, tu sais, la confiance envers l'adulte aussi, puis
Ça n'a pas dû être facile, mais as-tu déjà eu accès à ton dossier? Toi, est-ce que tu as fait la demande pour y avoir accès pour peut-être voir un peu plus? Non, mais là, j'imagine qu'il doit être détruit, là. Il garde combien de temps, je ne sais pas, mais j'aurais vraiment aimé ça. Oui, j'y ai pas pensé, puis je pense que de toute façon, s'il garde 1 à 2 ans, je n'étais pas rendue là dans ma démarche du tout, là. Fait que, ouais. Fait que dans le fond, arrivé à ton autre famille d'accueil quand tu avais 13 ans, c'est là que tu as vraiment pu te déposer puis créer un lien vraiment plus stable et sécuritaire avec eux. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est la famille d'accueil que j'ai été le plus longtemps. J'ai été là-bas 1 an et demi. Tu sais, justement, j'étais en CPTI, là, c'est cheminement particulier à l'école. Puis dans cette famille d'accueil-là, il n'y avait jamais vu ça, l'école où j'allais à Drummond. Tu sais, dans le fond, je suis passée de cheminement particulier dans une école de troubles de comportement à une école régulière qui était Marie-Rivier, dont j'avais des cours en enrichi, là. Tu sais, il n'y avait jamais vu ça. C'est à ce point-là que le milieu peut changer, justement, pas la personne, parce que j'ai comme je pense pas que j'ai changé, mais en même temps, mes priorités changeaient. J'avais pas à me préoccuper de, bon, s'il rentre assez sous, je vais peut-être pouvoir y voler de l'argent pour aller m'acheter genre de la bouffe. Là, je savais que j'avais un lunch puis tout, puis je faisais quand même confiance à ces personnes-là. Ouais. Ça a vraiment, mais finalement, ils ont fermé. Fait que ça a recommencé. Ouais. Fait qu'ils ont fermé puis tu as été obligée de déménager. Ouais, c'est ça, on était 8. Puis, tu sais, moi, ils me prenaient vraiment comme leur enfant. Fait que j'habitais en haut, puis il y en avait d'autres qui habitaient dans le sous-sol. Ça, j'aimais moins ça, mais quand même, j'étais comme, je faisais partie de la famille. Mais la famille d'accueil, en tout cas, ils se sont séparés, puis la madame, elle a couché avec un des jeunes. Fait que, ouais. Fait que là, ça a chié. On était 8, on était quand même beaucoup là, dans cette famille d'accueil-là. On a tous été splittés dans d'autres familles d'accueil. Puis là, moi, j'étais vraiment révoltée, là. J'ai refait Dès qu'ils me mettaient dans une famille d'accueil, je fuguais. Ou je restais peut-être une nuit après, je partais à l'école avec mon sac à dos, puis je fuguais à répétition. Puis, tu sais, j'ai dit à ma TS, moi, je m'attache à personne, je vais refuguer à répétition, ce qui n'était pas un bon move de dire ça. Fait que c'est ça. Après plusieurs fugues, ils m'ont mis en sécuritaire. Ouais. Sécuritaire, ça, si tu peux expliquer un peu ce que c'est que dans le fond, tu es vraiment super surveillé. Puis, Ouais, c'est ça. C'était un centre d'accueil. La première fois que j'avais été, c'était en ouvert. Fait que t'es surveillé, mais il y a moins de clôture, mettons. Là, en sécuritaire, c'est que c'est des grosses portes codées avec des aimants. Tout est barré à clé. Il y a des grosses clôtures avec des barbelés au-dessus. Tu sais, je me ramassais avec les filles en LSJPE. Ça, c'est comme ceux qui avaient fait des délits ou de quoi. Mais moi, j'étais là pour ma protection, dans le fond, parce que je me mettais en danger par mes fugues répétitives. Mais j'étais vraiment comme... C'est une prison pour jeunes, là, finalement. j'ai été dans une unité d'engorgement, justement, d'un gros, dans le PG, là, où c'est vraiment super fermé, super sécurisé. Puis je me demandais si toi, tu as été confronté avec l'utilisation excessive des pièces d'isolement. Mon Dieu, oui. Ben, je ne sais pas si c'est dans lequel que tu as été, mais moi, c'était au pavillon La Forêt à Drummondville. Puis il y avait... Les salles d'isolement n'étaient pas dans la même unité, là. Ils nous apportaient comme... je me rappelle plus c'était quoi le nom exact, là, mais il y avait comme plein de salles d'iso ensemble. Puis là-bas, c'était des agents de sécurité qui géraient ça, là. Mais, tu sais, comme dans ce temps-là, tu t'auto-mutilais, ils t'envoyaient comme 48 heures dans la salle d'iso. Tu disais des propos suicidaires, ils t'envoyaient dans la salle d'ISO. Tu sais, des fois, tu pouvais être 7 jours dans la salle d'ISO, là, juste avec un chandail en jogging, des joggings, puis c'est pas mal tout, là. Tu sortais quoi, peut-être 30 minutes. Si tu fumais, tu pouvais aller fumer 4 cigarettes par jour, puis c'est pas mal ça. Tu mangeais sur ta petite table vissée avec ton petit matelas à terre dans ta chambre. Tu sais, moi, je disais même que la seule chose qu'il y avait à faire, c'est de compter les briques, là. Ouais.
dans ce temps-là, c'était surutilisé. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais les salles d'iso, ouais. Puis tu sais, c'est comme un peu être au trou, mettons. Mettons, t'aimais un comportement parce que t'es en détresse ou whatever, tu sais, t'as quoi, 15, 16 ans, puis t'es isolé pendant 7 jours avec pour seul contact comme des agents de sécurité. C'est que avec le strict minimum, là. Ouais, c'était intense. C'est ça, j'allais dire aussi, c'était un peu de remettre encore la faute sur toi aussi, de dire j'écoute pas nécessairement ta souffrance, je vais juste m'arrêter au comportement, puis je vais le juger, puis comme je juge qui n'est pas approprié, ben, je vais te donner des conséquences pour, alors que toi, peut-être que ce que tu avais besoin, c'était qu'on t'écoute, puis qu'on prenne le temps de discuter avec toi pour mieux comprendre ta souffrance, puis c'était clairement ça, là. Comportement aussi, là. Tu sais, je veux dire, j'attaquais pas personne, j'ai pas frappé personne. Moi, tu sais, j'étais vraiment dans l'autodestruction, là. C'était tout le temps par rapport à moi-même, là. Fait que c'était pour ma protection, mais je trouve que c'est ça. J'aurais peut-être juste eu besoin d'un intervenant, mais bon, tu sais, je mets pas ça sur la faute des intervenants parce qu'ils ont vraiment des procédures vraiment strictes à respecter. Puis, tu sais, j'oublie pas que c'est des humains derrière ça, puis qui donnent leur vie justement à l'intervention. Mais je pense que le système dans ce temps-là et les procédures étaient très, très strictes. Ouais. Moi, personnellement, pour m'être déjà auto-mutilée, je pense qu'il n'y a jamais eu une période, justement, dans les isolements où je me suis auto-mutilée autant. Ouais, J'avais été capable de pogner une exutoire puis enlever la lame qu'il y avait dedans. Puis quand il m'envoyait en isolement, j'avais caché ça dans mes bas. Fait que je sortais ma lame puis je me gossais ses bras. J'avais rien que ça à faire. Ben, c'est ça. C'est vraiment des débiles, là, des conséquences que ça donne. Je pense même justement qu'ils ont sorti un recours collectif justement par rapport à ça. Puis, ouais, c'est aujourd'hui qu'on est capable de se rendre compte des conséquences que ces périodes-là d'isolement ont eues. Je pense que je suis restée juste 1 mois en unité d'engorgement dans un centre fermé comme ça. Toi, t'es resté combien de temps dans cette unité-là? 2 ans environ. Oui. Ouais. Ça Mais à la fin, ouais. Mais à la fin, je pouvais sortir. Tu sais, j'avais comme des sorties, là. J'allais faire mes cours de conduite. Puis c'était juste qu'il avait compris que je voulais m'attacher à personne. Fait que là, il s'était dit, on va la stabiliser dans ce milieu-là. T'sais. Mais au moins, il me faisait faire des sorties et tout ça. Mais ouais, c'était intense. Puis comme tu dis, dans ces locaux-là, je pense que c'est les fois que aussi je m'auto-détruisais le plus là, parce que t'as juste ça à faire. T'as juste ça à penser. Moi, j'avais déjà compris, personnellement, moi, j'ai pas vraiment vécu ou fait de l'automutilation, mais j'avais compris qu'il y avait aussi quelque chose en lien avec le pouvoir d'agir, tu sais, l'insentiment de ne pas avoir de contrôle sur ta vie ou de ne pas avoir de pouvoir sur ce qui t'arrive. Puis que le fait de faire ça, c'est comme un peu une reprise de pouvoir aussi sur soi. Je me dis que justement, quand on se met en isolement, ça peut créer encore une plus grande souffrance. Ça accentue justement l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur notre vie. Donc, peut-être que ça peut expliquer en partie pourquoi il y a une plus grande souffrance, mais c'est des hypothèses que j'emmène. Oui, puis ben, je pense qu'être en isolement, point, il n'y a rien de sécurisant là-dedans. Je pense, tu sais, c'était ça leur but, dans ce qu'ils nous disaient en tout cas, que c'était pour notre sécurité, mais tu te retrouves tout seul dans une pièce vide. C'est sûr que tu trouves des moyens. Tu sais, comme toi, c'était la lame d'exutoire, mais c'est sûr qu'il y avait la fois qui te sortent pour aller fumer puis que tu vois une broche, ben tu pognes, là, tu sais. Tu penses juste à ça. Fait que, ouais. J'espère que les méthodes ont changé. On va espérer, mais j'ai l'impression qu'avant de changer de quoi, ça leur prend bien, bien, bien du temps. Peut-être que le recours collectif va aider un petit peu. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je vais aller voir. Je ne sais pas si vous avez vu Le voleur d'enfance par Paul Arcand. Il y avait une ministre qui avait été en salle d'iso. Je pense qu'elle a comme, après 1 minute,
Ouais, 2 minutes, elle voulait sortir, elle se sentait pas bien. Là. C'est ça. Je pense que c'est assez représentatif. Là. Puis c'est juste de priver sensoriellement quelqu'un, c'est déjà reconnu comme étant quelque chose qui perturbe la chimie du cerveau. Là. Ben, c'est sûr. Fait que je serais bien curieuse de voir justement les études qui vont sortir dans plusieurs années par rapport à ça, cet isolement-là. Pendant ce temps-là, justement, tu mentionnais avoir des problèmes, on peut qualifier ça quand même des problèmes de santé mentale. As-tu eu droit à de l'aide psychologique pendant que tu étais en centre jeunesse? Ben oui, dans le fond, il y avait une psychologue, mais je ne suis pas très ouverte dans ce temps-là au suivi. Oui, c'est ça. Mettons, présentement, je prendrais le service. Surtout que c'est comme gratuit puis à chaque semaine. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas très ouverte au psy. Mais tu sais, il y avait comme une psy pour tout le centre jeunesse. Fait que je ne sais pas à quel point qu'elle fournissait ou pas. Là. Et je sais que j'ai été voir quelques fois, mais ça n'a pas été très fructueux. Ouais, c'est sûr que la relation de confiance dans le contexte, c'est difficile à développer. Tu sais, je me souviens qu'il y a gros des jeunes que j'ai connus qui m'ont mentionné qu'ils avaient peur que la psy elle parle d'affaires, elle est stoule. Puis... Oui, à l'intervenant, mais moi aussi, je me rappelle que je me disais clairement, dans le fond, elle est là pour l'intervenant, pour dire, tu sais, je me sentais zéro en confiance. Je me disais que c'était une team, elle, puis l'intervenant, puis je pense qu'elle parlait quand même à l'intervenant. C'était un travail d'équipe. Elle faisait partie de l'équipe d'intervention. Là, fait moi, je voyais plus ça comme une autre mesure de contrôle qu'une mesure d'aide. Mais c'est ça, tu sais, dans ce temps-là, je sais pas, quand tu es en centre d'accueil, tu vois surtout les gens pour t'aider comme des menaces. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je voyais pas mal tout le monde. Pas tout le monde, il y a des éducateurs à qui j'ai su faire confiance et qui m'ont vraiment aidé. Mais au début, surtout, là, j'acceptais pas l'aide parce que je voyais tout le monde comme des menaces. Là. Fait que dans le fond, tu es resté là 2 ans, tu disais? Environ, oui, mais c'est que j'ai fait des in and out à cause des fugues, puis aussi à cause que je pense que entre les deux, j'allais bien, fait qu'ils ont décidé de me sortir, mettons, chez ma tante. Sauf que ça a duré une semaine après, j'ai fugué, fait que je suis rentrée. Fait que, tu sais, c'est comme 2 ans in and out. Fait que, mettons, un an et demi au total. Comment tu fuguais? ça me Mais dans le fond, je suis pas curieuse. C'est que, mettons, après un mois, ben là, tu peux gagner des privilèges. Puis moi, des fois, ben là, j'avais vu qu'au centre Carrefour Emploi, il y avait un truc pour nous aider à faire les CV. Fait que là, je me suis dit, je pourrais aller là, tu sais, ça va bien. J'ai démontré surtout que j'avais pas fait des délits. Fait que, tu sais, je pouvais des fois avoir des sorties. Fait que dès que j'avais une sortie, je fuguais. Parce que c'était comme impossible de franchir les clôtures. Là. À un moment donné, j'avais essayé de courir, mais l'éducateur courait pas mal plus vite que moi. Ouais, mais les clôtures sont vraiment hautes. Fait que dès que j'avais une sortie, dans le fond, je m'organisais pour fuguer. Je me trouvais des raisons pour sortir. Je sais que des fois, on pouvait aller au dépanneur avec l'intervenante puis tu pars à la course. C'est poche, là. Désolée encore aux intervenants. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai vu partir comme ça, moi, les vendredis collations, ça partait pour le week-end. Ouais. Ils se disaient, mon Dieu, ils sont donc bien excités d'aller au dépanneur. Ouais, c'est ça. C'est ça, toi, tu étais en unité de sécuritaire aussi, comme tu le mentionnais, donc avec les grosses clôtures qui vraiment ferment le périmètre aussi, donc c'était complètement impossible. Même avec, comme moi, je racontais que je suis sortie avec mes draps par ma fenêtre, toi, même si tu aurais fait ça, je veux dire, les clôtures t'auraient arrêté aussi, là. Ouais, je serais arrivée dans le cours clôturé, mais nos fenêtres, ils ne s'ouvraient pas. Oui, moi non plus, mais il fallait enlever le moustiquaire pour le faire ouvrir. Après ça, ils ont mis des vis. Ouais, c'est ça. Mais il y a sûrement du monde qui ont réussi à se sauver, mais je pense pas, honnêtement. À part de voler des clés, des fois, on se faisait des plans. Comme, OK, là, on va voler la clé de l'intervenante. Puis là, le soir, quand l'agent va faire sa ronde, mais ça n'a jamais marché.
Fait que tu es restée là de comme à peu près 14 ans et demi jusqu'à 16 ans et demi environ, c'est Ben, ça? non, dans le fond, je suis restée pas mal de 15 ans, parce que ma famille d'accueil, j'étais quand même restée comme 1 an et demi, ou peut-être plus, parce que, en tout cas, je suis sortie la journée de mes 18 ans du centre d'accueil. Fait que peut-être j'ai été plus que 2 ans, je sais pas. Mais ouais, tu sais, j'avais pas... le juge disait que j'étais un cas désespéré, fait que j'avais pas droit à la réinsertion en appartement avant mes 18 ans. Fait que je suis sortie le 5 juin, à ma fête, à mes 18 ans. Bye bye! En tout cas, tu es vraiment un beau cas désespéré aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais j'avais été voir ma TS, mon ancienne TS, quand j'étais rentrée au cégep en éducation spécialisée, puis elle avait été voir le juge pour lui dire où que j'étais, puis le juge Dubois, il a dit « OK, ben, je vais vraiment faire attention à ce que je dis dorénavant. » Mais là, il est à la retraite, là. Mais ouais. Comment ça s'est passé, ta transition, justement, en dehors du centre jeunesse? T'ont-tu préparé à ça? Comment ça s'est déroulé? Non, je n'ai pas été préparée à ça. Je ne sais pas s'il y avait des programmes ou de quoi qui préparaient les jeunes. J'ai aussi travaillé en sortant de ma technique. J'ai travaillé un peu au centre jeunesse. Je sais qu'il y avait PQJ, mais ça, c'était pour les jeunes vraiment hypothéqués, qui avaient des lourds problèmes de santé mentale. Donc, fait que si ça existait dans mon temps, je ne fitais même pas là-dedans. Fait que, je sais que mes éducateurs ont essayé de me préparer le mieux qu'ils pouvaient, mais à cause du jugement, je suis rendue là, proche de me, justement, avant, j'avais des sorties, mais là, vu que je fuguais trop, à l'approche de ma majorité, j'avais plus du tout de sortie. Fait qu'ils m'ont zéro préparé, finalement, à ma sortie, là. J'ai pas de souvenir d'avoir appris à faire de la cuisine ou avoir appris à faire un budget ou des trucs de la vie normale. Là. Surtout, ouais, dans ce temps-là, c'était comme ça. Je sais pas si ça l'a changé aujourd'hui, mais non. À part un beau gâteau de fête, puis après, bye-bye, t'es plus dans nos services à 18 ans, là, c'était pas mal ça. Puis tu as été transférée dans quelle ressource? J'ai pas été transférée dans aucune ressource. Ils t'ont pas référé à personne, ils t'ont lâché libre avec tes sacs poubelles comme on entend, là. Ouais, ben c'était pas mal ça, là. C'était un petit bac de plastique, mes sacs poubelles, puis... Mais j'étais chanceuse parce que ma grand-mère m'avait acheté un auto à 500$, fait que j'avais un auto. J'avais un auto à ma sortie parce que j'avais réussi à passer mon permis malgré tout ça au centre d'accueil, ce qui était quand même très drôle. Parce que le monsieur de mes cours de conduite, il venait me chercher au centre d'accueil, il venait me porter au centre d'accueil. Il devait trouver ça spécial. Puis, en tout cas, fait que je suis sortie avec mes sacs de poubelle, puis mon petit bac bleu que j'ai encore, puis mon auto. Puis je pense que j'avais une chambre qu'une des intervenantes m'avait référée. En tout cas, je sais pas, mais finalement, je me suis plantée solide, là. Mais non, ils m'ont transférée vers aucune ressource du tout, du tout. As-tu essayé d'aller aux Auberges du Cœur ou tu voulais rien savoir de ces places-là? Ben, je ne connaissais même pas ça. Finalement, je l'ai connu comme 3 mois après, quand je me suis plantée solide, puis que je me suis retrouvée dans la rue à Montréal parce que j'ai juste reproduit ce que je faisais dans mes fugues, vu que c'est ce que je connaissais, mettons. Puis là, il y a une intervenante qui me parlait des Auberges du Cœur, mais avant ça, personne ne m'en avait jamais parlé. Sinon, je pense que j'aurais été vers les Auberges du Cœur directement au lieu de me planter solide, là. Ouais. Toi, est-ce que tu as vécu, c'est ça, un épisode d'itinérance à ta sortie ou du moins une forme d'itinérance cachée, des fois comme on parle du couchsurfing sur le divan des amis ou des choses comme ça? Oui, clairement, là, parce que justement, je suis sortie, j'avais comme rien devant moi. Puis là, après, à Montréal, c'était clairement de l'itinérance. Là, je dormais sur les trottoirs, puis tout ça. C'est juste que la différence, c'est que pendant mes fugues, il y avait des policiers qui venaient me ramasser, mais là, non. Fait que c'est ça. Moi, j'étais comme liberté, 18 ans. Finalement, c'était pas si joyeux que ça, là, même si je m'en suis pas trop mal sortie. Mettons, après, il y avait mon autre amie qui sortait la journée de ses 18 ans aussi. Fait qu'elle est venue me rejoindre, puis une autre qui était comme en fugue. Fait qu'on vivait
on vivait l'itinérance, mais en même temps, on s'en rendait plus ou moins compte. J'ai l'impression que de rester justement dans des milieux qui sont fermés comme ça, là, ça fait en sorte que quand on sort, on crie, on a besoin de liberté, on se déchaîne. Puis, tu vois, sans avoir passé par cette restriction-là aussi intense, aussi longtemps, moi aussi, je me suis fait à la gueule en sortant des centres jeunesse. Ça a été plus. Le chemin il a été un petit peu plus long, un petit peu plus canté, mais puis à un moment donné, ça a piqué du nez, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que quand on est trop longtemps dans un milieu comme ça, on n'a comme pas le choix de devenir trop extrême dans notre besoin de liberté. Oui, puis tu sais, c'est ça. On l'attend, là, ce jour-là. Là. Je me rappelle les autres filles aussi, là. C'est comme à 18 ans, je vais être libre, la DPJ ne sera plus dans le dossier. Non, party! Finalement, c'est le fun, mettons, le premier 24 heures, là, mais après, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne. Là. Moi, j'ai appelé au centre jeunesse pour parler à mon intervenante que j'aimais vraiment beaucoup, mais elle a un peu sorti des sentiers battus, mais les autres, ils ont un groupe à gérer, ils n'ont pas le temps de te parler. Tu n'es plus dans leur service. Là. Fait que c'est rough de se rendre compte que, bon, dans le fond, eux, ils étaient toute ma vie, mais finalement, je suis tout seule. Puis au niveau de l'école, toi, comment ça allait parce que tu disais que tu es allée au cégep. Est-ce qu'à tes 18 ans, tu avais terminé ton secondaire ou tu as fait ça plus tard aux adultes? Comment ça s'est passé? Ben, dans le fond, non, je n'avais pas fini mon secondaire parce que là-bas, il y avait une petite classe, là, tu pouvais quand même aller à l'école. Mais bon, c'était moins ça mes priorités dans ce temps-là. Mais quand je suis rentrée aux Auberges du Cœur, après, je me suis inscrite aux adultes, puis j'ai fini mon secondaire 4-5 en 6 mois. Puis après, je suis rentrée au cégep l'année d'après, puis après, ça n'avait juste jamais arrêté. Là. Fait que, ça a été intense, ma chute en sortant, mais ça a été court au moins. Fait que, c'est ça. Puis ta remontée a été aussi intense. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est tellement... Je me dis, mon Dieu, c'est vraiment ma vie? T'sais? C'est trop... Il y a comme trop un clash entre les deux. Je me dis, c'est presque impossible. Mais tant mieux. Là. Puis est-ce que tu as eu droit à des soutiens ou de l'aide aux adultes pour terminer ton secondaire ou rentrer au cégep après? As-tu eu des programmes de soutien financier ou autre chose? Non. La seule chose, c'est que tu as une bourse. Dans tes prêts et bourses, tu peux cocher que tu as été en famille d'accueil. Je ne sais pas que ça donne tant de plus, là. J'ai aucune idée. Je cherche encore. Oui, c'est ça. Je sais que tu peux le cocher, mais qu'est-ce que ça donne? Aucune idée, non. J'ai pas eu de soutien. J'ai vraiment mangé du riz et du thon pendant tout mon cégep. Mais au moins, j'étais déjà habituée de me débrouiller avec pas grand-chose. Fait que dans le fond, ton projet de vie, quand tu es sortie de là, c'était tout de suite de t'en aller dans cette technique-là ou ça a été progressif, ce cheminement-là? Comment ça s'est concrétisé pour toi? Et dans le fond, c'était déjà quand j'étais au centre d'accueil, je regardais les éducateurs puis je disais « Ah, moi, plus tard, je vais être éducatrice. » Mais dans le fond, je pense que je me disais juste « C'est les seuls adultes positifs que j'ai vus dans ma vie. Fait que c'est ça que je veux devenir. » Fait que c'était clair pour moi que je voulais devenir éducatrice spécialisée. Fait que non, il n'y avait pas de questionnement. Là. Fait que je suis tout de suite allée vers là. Puis je disais justement que mon but, c'était d'être travailleuse de rue ou travailler en centre jeunesse. C'était très... Ça me fait rigoler un peu parce qu'on a eu un autre épisode où ça a été une des réponses d'une autre participante aussi, parce que c'est les seuls modèles un peu qu'on a. Donc, c'est un peu ça qu'on veut reproduire parce qu'on se dit aussi que c'est positif. Donc, après, tu as su trouver une passion, puis là, tu as bifurqué vers le cinéma en alliant les deux aussi. Ça. Mais oui, c'est vrai, pour moi, c'était vraiment le seul modèle positif d'adulte sain que j'avais vu dans ma vie. Fait que je me disais, crime, réussir, ça veut sûrement dire, je sais pas, d'être intervenant. Puis, j'avais comme une image un peu... Finalement, au cégep, je me rends compte que tous les intervenants ont leur petite bataille puis leur enjeu, puis c'est pas pour rien que tu veux aider les gens, mais quand tu es de l'autre côté, quand tu es jeune, puis que tu vois les intervenants, ils ont quasiment l'air parfait. Là.
Fait que tu te dis que c'est un modèle à suivre. Puis comment tu as trouvé ça, justement, tu sais, quand tu es embarqué dans la peau d'une intervenante? Ben, c'est ça. Je me suis rendu compte aussi de toutes les barrières que le système met. Fait que, tu sais, j'ai pu vraiment aussi comprendre les intervenants qui sont là. Tu sais, souvent, ils se font peut-être un peu envoyer chier par les jeunes ou justement, on les voit comme des menaces parce qu'ils n'ont pas le choix de faire l'autorité. Mais tu sais, j'ai plus remarqué que c'était le système le problème, là. Puis toutes les barrières, tous les protocoles, tout ça. Mais au début, je me mettais vraiment de la pression pour être comme à l'image que je me faisais des intervenants, là, très parfait, fait que c'était vraiment stressant. Mais après, tu sais, quand j'ai relaxé puis j'ai vu que tout le monde avait sa couleur, j'ai quand même aimé ça. Mais c'est ça, j'étais contente de pouvoir voir les deux côtés de la médaille. Je pense que ça poussait ma compréhension un peu plus loin. Je pense aussi que tu as même eu, si je ne me trompe pas, j'ai lu un peu l'article de journal, là, tu as même eu l'occasion, je pense, d'emmener des jeunes sur des plateaux de tournage, ou je me trompe? Oui, non, c'est vrai. C'est dans le fond, à chacun de mes projets, tu sais, comme pour moi, ma passion, ça m'a vraiment comme sauvée, là, parce que je pouvais toujours m'accrocher à ça. Tu sais, peu importe, mettons qu'il n'y a plus personne, j'ai pas de racines, j'ai pas de famille, mais il y a ça qui est, ou ça, c'est assez gros pour que je puisse m'accrocher. Fait que je me disais, si chaque jeune peut découvrir sa passion, ben peut-être que là, ça va y donner le déclic nécessaire pour avoir envie de s'en sortir, parce que moi, c'est un déclic là, qui m'a fait changer d'arrêter de m'auto-détruire. Mais tu sais, c'est comme un peu mystérieux, là, tout ce qui entoure le déclic. En tout cas, je me disais qu'une passion, ça peut peut-être déclencher ce déclic-là. Fait que souvent, j'appelais, mettons, au centre jeunesse, les contacts que j'avais, s'il y avait des jeunes qui pouvaient être intéressés, qui pouvaient sortir. Puis à chacun de mes plateaux, il y a tout le temps un ou deux jeunes qui viennent. Soit que, tu sais, il y en a qui veulent plus regarder la caméra, il y en a qui veulent plus jouer dedans. Fait que j'essaie de les impliquer, là. Ouais. C'est quoi les valeurs qui t'ont aidé le plus pendant ton parcours? Je pense que c'est la solidarité, parce que je suis vraiment aussi, j'essaie de m'impliquer. Comme là, je suis sur un CA pour... c'est un centre de jour pour personnes itinérantes, mais qu'est-ce qui vient avec la solidarité? Pour moi, c'est l'équité, parce que c'est de quoi que je ne suis pas capable dans la vie, c'est l'injustice, là. Fait que je pense que d'essayer que tout le monde se sente bien, puis de m'impliquer, puis tout ça, je sais pas, ça m'a aidé dans mon parcours parce que je voyais que je pouvais faire une différence. Fait que de te sentir utile, mais dans le fond, as-tu une pression à rendre ton bagage utile ou c'est vraiment un moteur chez toi qui t'anime, qui est vraiment plus une motivation personnelle? Moi, je pense que c'est plus une motivation parce que, dans le fond, si je le fais pas, il n'y a pas personne qui va être déçu, là. C'est vraiment, tu sais, même quand j'étais un peu dans la marde, puis que j'étais aux Auberges du Cœur, puis que je sortais, j'avais proposé aux éducateurs de venir animer des activités d'habileté sociale que j'avais toutes écrites, puis que j'avais toutes montées, puis là, ils m'avaient laissé venir le faire. Fait que là, j'étais vraiment contente, mais tu sais, personne, je sais pas. Non, c'était vraiment, c'est en dedans de moi, là. Puis t'avais-tu d'autres valeurs? C'est pas mal ça, l'équité, la solidarité, puis l'implication. Ouais. La passion, c'est une valeur. Ça pourrait parce que c'est ça qui te guide. Ouais, genre les rêves. Tu parles d'implication, de participation un peu aussi. Est-ce que pendant ton placement ou dans les Auberges du Cœur, tu as eu à participer un peu pour partager peut-être ton expérience ou pour améliorer les services? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Ben, je sais qu'au centre jeunesse, vu que ça faisait un bout que j'étais là, justement, avant ça, là, ils me faisaient animer des activités. Les éducateurs animaient des activités d'habileté sociale. En tout cas, il y avait plusieurs thèmes, là. À chaque soir, on avait des activités. Puis, ils me faisaient animer des fois les activités. Fait que ça, j'aimais bien ça parce que ça me valorisait. Puis en plus, ça me rapprochait de leur rôle un peu. Puis sinon, je sais que quand je suis sortie, puis que je m'en suis sortie aussi, pour les Auberges du Cœur, j'avais décidé d'écrire une pièce de théâtre jouée par les gens de l'Auberge du Cœur,
pour sensibiliser à la prostitution juvénile. Puis tous les fonds, dans le fond, allaient à l'Auberge du Cœur. Fait que ça, c'était ma première grosse implication. Mais sinon, il y avait tout le temps des manifs ou des levées de fonds ou des trucs de même que j'allais. Puis je sais que le centre jeunesse aussi, c'est comme mon ancienne intervenante qui travaille encore là, que j'aime beaucoup, Claude, des fois, elle me faisait venir rencontrer les jeunes pour parler un peu de mon parcours puis tout ça. Puis ça, c'était bien cool. Puis sinon, je sais qu'il y a eu une semaine des centres jeunesse. Ils trouvaient un porte-parole, puis... mais je pense c'était juste pas mal ma photo sur l'affiche parce que j'ai aucune idée de ce que j'ai fait d'autre dans cet événement-là. Est-ce que c'était de l'instrumentalisation par hasard? Peut-être! Bonne question. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Donc, là, que je te donne une lampe magique avec un génie dedans qui peut exaucer 3 souhaits. Tu ferais quoi? Est-ce que je peux demander d'avoir un des souhaits qui est avoir des souhaits comme à l'infini ou non? Ah ben, c'est une petite wise, ça! Ah non, mais pour vrai, je pense... je me disais, depuis que je suis jeune, je me disais, pourquoi ils ne demandent pas au génie comme d'avoir infini de vœux? En tout cas. Des gros débats philosophiques avec Aladdin. Ouais. Ah, c'est ça. Mais je pense que, plus concrètement, j'aimerais que le système, comme le gouvernement, revoie ses politiques puis agisse vraiment plus en prévention. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un souhait utopique parce que je pense qu'ils ne vont pas faire une réforme, mais ça serait utile d'agir en prévention, de voir justement, de suivre les parents peut-être plus problématiques dès la petite enfance, puis de justement d'agir vraiment en prévention, puis d'aller outiller ces parents-là, puis soutenir aussi ces parents-là tout au long. Et je pense que ça éviterait beaucoup de jeunes en centre d'accueil, puis ça éviterait aussi beaucoup de générations qui reproduisent les mêmes patterns. Mon deuxième vœu, ça serait des services de soutien à la santé mentale gratuits pour toute la population. Ça aussi, je pense que ça éviterait beaucoup de placements, de drames familiales ou de patterns qui se répètent. Puis sinon, plus concrètement, je pense que j'aimerais ça que chaque jeune qui sort de centre jeunesse ait une espèce de ressources ou d'alternatives, peut-être comme un petit, je ne sais pas, une place de décompression dans le sens où qui nous apprennent à vivre, apprennent la vraie vie. Mettons, tu sors, tu as un 6 mois, tu es dans une place, un organisme, ils t'apprennent les trucs de la vie, ils t'outillent pour être adulte, ils te font développer ta passion, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est pour chaque jeune, parce que peut-être que ça existe, mais les places sont vraiment restreintes. Mais moi, je n'ai pas vu que ça existait. Mettons, à part, je sais que le tremplin à Sherbrooke, il y a comme 5 ou même peut-être 3 places réservées à des jeunes de centre d'accueil, mais c'est pas beaucoup, là. Mais tu vois, je pense ton premier souhait, là, pas celui où ce que tu dis que tu en veux plus, là, mais c'est ton premier souhait où ce que tu dis d'aider plus les parents. Je sais pas si ton père, toi, personnellement, il était dans le déni. Mais mettons, c'est ça qui devient difficile parce que moi aussi, j'ai vécu la même problématique. Tu sais, j'avais des problèmes de comportement, puis ça brassait en masse chez nous. Puis mes parents, ils étaient dans le déni. Puis en plus, il y avait une façade, eux autres, où est-ce que, ils paraissent bien, ils ne consomment pas, une belle maison, tu sais, tout était propre chez nous, tout était clean. Mais ces parents-là, qui pètent des coches de fou, ils passent à côté du radar, là, à DPJ souvent, là. Ouais. Fait que... on dirait que les intervenants ils ont de la misère à concevoir qu'un enfant qui a des problèmes de comportement, ça n'apparaît pas tout seul souvent. Puis un peu comme tu disais tantôt, on corrige l'environnement, puis des fois, ça se place. Là. Souvent même. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais cette culture-là. Je sais aussi qu'il manque de services au niveau de la prévention, mais c'est sûr qu'on va en échapper comme... Justement, là. Moi, mon père était super dans le déni. Là. Pour lui, c'était comme « Je suis ton père et ta mère en même temps et je suis... Je suis comme « Oh my God, OK. » Père et mère, tu honoreras. Ouais, c'est ça, genre. Fait que, beau relais de la religion.
Mais en tout cas, si je peux me permettre, je pense que ton premier souhait, c'est quand même le souhait aussi prioritaire du rapport de la commission Laurent qui a été déposé. Je pense qu'on est un petit peu déçus du premier projet de loi 15 qui a été proposé, puis on va rester très, très, mais très attentifs parce qu'il va y avoir des travaux en commission parlementaire aussi. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait de l'investissement majeur en prévention dans les ressources communautaires, en première ligne et tout, pour justement éviter qu'il y ait des jeunes en placement. Mais bon. Idéalement. Puis aussi, idéalement que ça ne soit pas les 12 jeunes pour 2 éducateurs qui rentrent tous. T'sais, on leur demande de tous rentrer dans le même moule. Ça fait pas de sens. T'sais, on est déjà justement des jeunes qui ne cadrent pas. Puis là, vous voulez qu'on cadre dans des trucs hyper spécifiques. Ça fait pas de sens. Là. Si on avait une intervention justement individualisée, puis peut-être que c'est pas des unités de 12, mais des milieux de vie un peu plus, là, je pense que ça aiderait. Là. Je pense qu'on ferait juste envoyer d'avoir des jeunes interventions de la population générale qui n'ont jamais vécu de traumatisme ou de difficultés familiales, puis on les enverrait vivre en centre jeunesse. Je pense que même eux développeraient des troubles de comportement parce que c'est trop cadré, justement. Bien, clairement. Puis, tu sais, mettons, justement, j'ai travaillé un peu en centre jeunesse aussi, puis, tu sais, les intervenants, on demande des choses qu'on ne fait même pas, tu sais, que c'est impossible à respecter. Là. Mettons, le jeune, il y a un appel avec ses parents, un appel de marde, ou, tu sais, sa mère, il dit qu'elle ne viendra pas le visiter, il sacre, mais là, au lieu de voir qu'est-ce qu'il y a, c'est genre, ben là, non, il faut lui donner un retrait de 15 minutes à sa chambre. T'es comme, OK. En tout cas. Fait que c'est sûr que des fois, c'est plus révoltant qu'autre chose. Hein. À un moment donné, j'ai déjà sorti dans le comité EDGEP quand on parlait justement des services individualisés qu'on pourrait avoir. Je trouvais que c'était l'équivalent d'essayer de mettre de l'eau dans une boîte en carton. Ta boîte en carton, là, elle va devenir souillée, là, ça ne marche pas. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je compare beaucoup les jeunes qui rentrent dans ces systèmes-là. On est de l'eau, on est instable, on est fluide, s'il y a des craques dans ton système, on va se faufiler dedans. Là, tu essaies de mettre dans une petite boîte en carton. Fait que le système n'est pas fait pour notre épanouissement. Le système est fait pour être fonctionnel. Ben, c'est ça. Puis, je ne sais pas si c'est encore bon, cette statistique-là, là, qui est comme 4% des jeunes qui passent en centre jeunesse qui s'en sortent. Là. Mais c'est vraiment minime. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est tant à cause du système que juste parce qu'on s'en sort. Là. Après, c'est quoi qu'on entend par s'en sortir aussi? C'est quoi le critère de j'ai réussi ou pas? Fait, les critères qui les déterminent. Mais oui, je pense que une des statistiques, moi, qu'on a découvert avec EDGEP beaucoup, l'étude sur le devenir des jeunes placés, nous, qui nous a beaucoup choqués, c'était le taux de diplomation qui était très, très faible. On est à 25 % comparativement à la population générale qui est à 77 %. Fait qu'il y a vraiment une grosse marge à gagner. Puis malheureusement, ben, c'est pas avec le ministre Roberge actuellement qu'on voit des grands résultats. Fait qu'on va essayer de garder le sourire. Mais ouais, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est révoltant. Oui, c'est très révoltant. Puis justement, j'ai l'impression que c'est quand on sort du système qu'on se rend compte d'à quel point c'est mal fait. C'est pas quand tu es dedans que tu t'en rends compte, c'est après. Ah, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut faire de quoi pour changer ça. Là. Mais il faut changer ça. En tout cas, il faut mais déjà de prendre parole, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour vrai, oui. Puis, si jamais vous voulez faire un documentaire, moi, j'ai mes caméras, je suis full équipée. J'en connais une qui voulait ça. Ah ouais? Ouais, ça serait hot pour vrai. Moi, c'est comme j'ai comme un parcours qui est inversé de toi, dans le sens où moi, j'ai fait des études en cinéma. Ah, pour vrai? Ça, j'ai fait des études en psychoéducation. Ah bon, c'est trop drôle. Je donne des cours aux jeunes pour justement leur transmettre la passion du cinéma puis de la photo, pour justement les impliquer dans mes projets, pour leur donner le goût d'expérimenter aussi. Fait que moi, je suis bien ouverte. Ça fait vraiment longtemps que j'aimerais ça. Oui, ça serait très cool que pour une fois, on puisse faire un documentaire qui représente bien notre voix aussi, parce que il y a eu beaucoup de documentaires ou des séries
qui sont sortis aussi récemment, comme Au cœur de la DPJ. J'ai écouté comme un épisode, je pense, puis j'étais juste comme, hey, les TS, ils vont se suicider, là. Mais ça, je pense que c'était comme un gros facing pour... tu sais, parce que là, on a beaucoup bâché les TS, fait que là, il fallait qu'ils rehaussent l'image de la DPJ, là. Je pense que c'était vraiment ça. C'est aussi Olivier Sylvestre qui l'a fait, qui est aussi derrière le film DPJ, le film. Il y a aussi vraiment un côté qui voulait mettre en valeur le travail très difficile qu'ont les intervenants, mais tu sais, on s'entend que nous, ce qu'on demande, c'est aussi de voir le point de vue des jeunes, donc de faire entendre la voix des jeunes, chose qui n'a pas été présente malheureusement, qui était plus présent Non. dans l'autre série documentaire. D'ailleurs, on a eu 2 jeunes dans notre balado qui ont participé, qui était La vie après la DPJ, où là, on entendait davantage les jeunes dans leur transition à la vie adulte et tout. J'ai pas écouté, mais je sais que RDI m'avait contacté pour être en direct après Au cœur de la DPJ pour en parler, puis j'ai refusé. Mais ouais. Si tu aurais un message à transmettre aux jeunes qui soit sont dans le système ou qui sortent du système, ce serait quoi? De ne pas lâcher. Justement, de se trouver des passions, des rêves, parce que oui, ça ne sera pas facile. C'est pas vrai que c'est facile de s'en sortir. Ça peut être rough, mais le but, c'est de bien s'entourer puis d'avoir justement, de développer autre chose pour que quand ça va mal aller, ben, tu vas pouvoir t'accrocher à ces choses-là qui vont devenir plus fortes puis plus positives que tout le négatif. Fait que moi, en tout cas, moi, c'est vraiment ça. Là, des fois, je ne vous cacherai pas que dans le temps des fêtes, c'est tout le temps un peu plus difficile de voir que là, bon, du bon temps en famille, blablabla. Mais au moins, je me raccroche à des projets concrets, à mes films, à des passions, à mon entourage, parce que tu veux pas aussi, on peut se créer nous-mêmes notre famille. Fait que d'être bien entouré puis de se trouver des buts, des passions qui nous fait vibrer nous, je pense que c'est une des clés, en tout cas. Bien, ça m'interpelle particulièrement quand tu dis justement de bien s'entourer. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui est le plus difficile parce que je sais pas quand on est ensemble jeunesse puis avant qu'on soit les meilleurs amis du monde. Non, en effet. Non, mais moi, mettons mon réseau, j'ai pu me le faire au cégep, dans mon cours, puis aussi en m'impliquant dans le cinéma. Fait que c'est ça, c'est comme ma passion à m'a donné un réseau finalement. Ben, super. Jessica, tu avais quelque chose à dire? Bien, juste vraiment merci de nous avoir accordé cette entrevue-là. C'était vraiment, je trouve, inspirant. J'espère que les auditeurs ont vraiment apprécié, mais je trouve que pour un cas perdu ou désespéré, je trouve que tu rayonnes et je te souhaite vraiment plein de succès dans tes projets. Puis au plaisir qu'on fasse un projet ensemble. Qui sait, ça serait merveilleux. Ben, Parlant merci à vous de faire ça. Pour vrai, ce projet-là, c'est très cool. Lâchez pas. Ça fait super plaisir. Puis ça me fait penser un peu, tes projets, y a-t-il une plateforme où on peut les voir? Y a-t-il quelque part où on peut te suivre? Ben là, j'ai partage sur ma page Facebook Marie-Lou Bélan cinéaste. Mais sinon, c'est comme mon dernier court-métrage sur la violence sexuelle, c'est parce que je veux l'envoyer dans un festival avant, mais souvent, je le partage là, mais j'avoue que ça fait un bout que je n'ai pas partagé parce que je suis en plein dans mon bac. Mais sur ma page, il y a plusieurs liens. Sinon, je vous enverrai le lien de mon dernier court-métrage parce que sinon, ça va être comme un circuit d'1 an en festival, fait que c'est long. Là. C'est bon. Ben, on va essayer de le mettre dans notre description. Là. On va essayer de mettre le lien pour que les gens puissent y avoir accès. Ben, un gros merci. De court-métrage. Ben, merci à vous. Puis on se reparle pour le documentaire. Super. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Bye, bonne soirée.